Moi, je I m'appelle am Lindsay Smith. presenting some of Je the vous content in our présenterai une session partie du on focused portfolios today and will be contenu joined sur les by others portefeuilles who ciblés, will mais il y aura contribute to answer d'autres some of your questions that intervenants may qui come pourront up during répondre à the vos presentation. questions. We're going to be saving all of our questions Nous to the end. allons laisser toutes les So questions pour if la you have a fin. question Alors, si during vous the avez une presentation, question pendant la you can type it présentation, into the Q&A vous pouvez box la on the bottom. noter And euh, then when sur le that question Q&A, les is recorded, questions-réponses en bas de someone votre will click écran. on a little Et button and it lorsque says cette answer. question What that means sera is we've captured it enregistrée, in a quelqu'un separate cliquera sur area, un petit and then we will bouton come et back vous and verrez answer que ça a all the été questions at the end répondu. of the Ça veut presentation dire que so that nous they're all l'avons captured in the recording and that enregistré others can hear the et responses to the vous questions that may be pourrez helpful for écouter them les too. réponses à vos questions. So Ça peut être we will utile pour tout dive le in monde. now. Next Alors, nous slide. allons commencer. Looking at how to apply for funding Comment as a focused préparer une portfolio. demande de What we're going to financement? be covering today Qu'est-ce que nous is, allons in couvrir general, aujourd'hui? En how to général, prepare to comment se apply for funding. préparer à une demande de And then financement? specifically, we Et would look at the spécifiquement, nous allons Tailored for voir Transition and quelles Tailored for sont les Focused démarches de application candidature approaches. adaptées à la And transition et then we'll adaptées au talk a little portefeuille bit about ciblé. the pilot On of the CCM parlera de la investment phase priorities pilote, application approach. We'll démarche de highlight some of the candidature au titre des resources priorités that are available d'investissement to de you, l'ICN some avec document de immediate next subvention steps, du and then we'll CS8 spend most of our et time in the ensuite les question and prochaines étapes answer. ressources et We've les often found that there are questions-réponses. lots of questions that come up J'imagine during qu'il these y aura beaucoup de presentations questions that are pendant helpful ces to clarify for présentations everyone, et and que we'll ça do sera that clair all at pour the tout le end. monde et on va So le if faire you à do la have a fin. question, Si vous you avez can une type it question, into vous the Q&A pouvez box écrire that's on the sur bottom le of your screen, bouton and then Q&A, we will record questions-réponses those en to bas, answer at the end of the presentation. et on répondra à toutes les Okay, questions à la so fin de la let's dive into the présentation. Très topic for bien, nous allons today, entrer preparing to dans apply for le vif funding. du sujet The d'aujourd'hui, first préparer part une of demande de preparing to financement. apply for La funding is première partie, understanding c'est that comprendre environment that we are quel est currently working l'environnement in où has on travaille, fundamentally changed. et cela a beaucoup Grant changé cycle en 8, fait. which is the grant Lors cycle we du are entering cycle with the Global Fund, is de going to look financement substantively 8, different c'est than celui grant qui va cycle 7 commencer was or maintenant. grant cycle Cela 6 présente before that. des The modifications, Global des Fund différences has par been rapport au cycle introducing de this subvention concept of précédent. strategic Le shifts. Fonds And mondial strategic shifts a that are introduit ce documented on this screen concept are really de important for all of us to understand réorientation because stratégique they're qui sont affecting documentés, que vous everything pouvez that we voir à should be l'écran. Et thinking ceci est about très important. Ce for sont the des type of éléments grant que that nous will be devons bien developed comprendre for parce que grant cela cycle va 8. toucher I'm not et going to go affecter toutes into a les lot of étapes que nous allons detail on these poursuivre pour strategic pouvoir shifts vous because there was an présenter en tant que excellent candidature pour presentation le by the head of cycle our strategy de department subvention 8. Je ne vais pas who entrer dans was les able to détails have sur that ces recorded last week. It's available on the réorientations Global stratégiques Fund parce qu'il y a une website. très belle I présentation would de encourage notre everyone to département de take the stratégie. time to C'est listen to the disponible sur le site presentation web des Fonds on mondiaux. Je vous strategic encourage shifts that Julia à Martin passer was du able to temps share à with us. écouter cette Just as a présentation very top spécifique en line, things that matière you de need to be thinking about réorientation already are about the stratégique que reality Julia of having Martin a predictable pu partager transition avec nous. timing, Quelques idées. the importance of Alors, rigorous nous prioritization in avons des selecting temps et des where we are calendriers de investing, la transition what the role is prévisible of et efficace integration in your vers specific la portfolio as fin we du think financement, about une health overall and priorisation service delivery, rigoureuse the euh, significance of des developing investissements du Fonds community health mondial, systems for intégrer les sustainable systèmes pour la financing, santé et la and where prestation de those services, domestic resources des and systèmes de co-financing santé are going to communautaire be et financement building up as durable, pillars to make sure et that that optimiser les sustainability is ressources going to be nationales et un continued after Global cofinancement Fund efficace. financing is no longer available. Tout cela So next slide, est please. One of the most fondamental et nous devons visible travailler pour que shifts l'on that you arrive would à un have moment seen où in your ce financement allocation ne letter sera is the plus communication of nécessaire. transition Dans le cadre du timing, Fonds which has mondial, now been dans shared votre lettre, with the vous portfolios allez and recevoir une components information that sur are les going to be calendriers de receiving a transition. Vous final l'avez déjà à allocation in disposition et grant vous allez cycle 8, connaître aussi quelles sont or les they have been portefeuilles notified that they qui may vont receive their final recevoir allocation in cette grant cycle attribution 9. finale There are also some dans le cadre du portfolios, even CS8. within the focused Il y portfolios, aura that do not have a defined des transition allocations timing. ou d'attribution But it's finale important that vers le all Global Fund CS9. Ensuite, il y portfolios aura are un chapitre anticipating sans that there calendrier will be a need défini. to transition Donc, to ce Global sont Fund financing in d'autres the future. portefeuilles. À And it's un moment important that all donné, il portfolios faudra are promouvoir preparing cette for this transition vers transition and thinking la through cessation du how they financement. can ensure the Ça peut être plus sustainability tard, of the plus tôt, appropriate lors program du cycle de priorities subvention 8 ou 9, mais il faut se to préparer effectively pour fight ce AIDS, moment, tuberculosis, and cet malaria arrêt in the du future. financement à Next terme. slide. Et pour que In the les funding systèmes de santé requests and soient in the prêts funding à applications that are combattre le being developed for VIH, grant la cycle 8, tuberculose et le you have paludisme. already been Démarche de informed candidature et about the modalités d'envoi application du approach CS8. that you Vous avez should be déjà thinking reçu of des using
informations sur les démarches de candidature. Donc, vous avez déjà sans doute pensé à l'approche que vous allez choisir lors de cette démarche de candidature. Nous avons déjà mis en avant quels sont les formulaires
ciblés. Donc, documents requis et examens différenciés pour avoir accès au financement. Ceci doit se régir par un certain nombre de priorités. Il faut prendre en compte la nouvelle terminologie qui a été introduite pour le CS8. Il s'agit des voies de présentation, les modalités d'envoi. Ce sont des processus et rôles des parties prenantes dans la préparation et l'envoi de la candidature. Ici, on établit l'intervention des RP, des équipes pays et des ICN. C'est ce que nous allons voir en détail aujourd'hui. Il existe 3 démarches de candidature pour les portefeuilles ciblés dans le cas du CS8. Nous avons une approche adaptée à la transition pour les portefeuilles ciblés qui opèrent une transition vers l'affranchissement ou la cessation du financement du Fonds mondial pour au moins une composante au CS8. Nous allons voir les documents requis pour ce type de candidature et de demande de subvention. Nous allons le voir un petit peu plus en détail plus tard. Ensuite, nous avons la demande adaptée aux portefeuilles ciblés pour les portefeuilles qui n'opèrent pas de transition au CS8 et pour lesquels une demande de financement et un examen du CTEP est requis sur la base des critères établis. Ces 2 premiers types de demandes, adaptées à la transition et adaptées au portefeuille ciblé, ont des documents requis. Alors, il y a au total 29 portefeuilles qui ont été adaptés à la transition et ensuite il y a 4 portefeuilles adaptés au portefeuille ciblé. Et ensuite, nous avons 10 autres portefeuilles qui ont été identifiés pour aborder les priorités d'investissement du MCP ou ICN. Alors, pour les demandes adaptées à la transition ou adaptées au portefeuille ciblé, donc voilà les 2 démarches de candidature, vous pouvez choisir 2 types de modalités d'envoi ou de présentation. Ces 2 approches de demande de financement ont essentiellement les mêmes conditions requises, sauf le cadre de performance et le budget. Si le MCP a déjà un récepteur, un bénéficiaire principal, et si on va répéter la même chose lors du cycle 8, ce qu'il faudra faire, c'est élaborer un cadre de performance et vous pouvez choisir la modalité d'envoi de la demande de financement prête pour la subvention, Grant Ready. Si ceci n'est pas le cas, il faudra présenter vous devez demander aux bénéficiaires principaux d'élaborer déjà leur budget pour une subvention spécifique et leur cadre de performance. Mais dans le cas où le MCP est désigné un nouveau bénéficiaire principal, il pourra choisir la demande de financement classique. Et il faudra préparer un pack de demandes, de documents, et on présentera ici le cadre de performance et le budget par ce qu'on appelle la demande de financement classique, Classic FR en anglais. Ceci s'applique à 2 approches de demande, celle adaptée à la transition et à celle adaptée au portefeuille ciblé. Pour les personnes qui développaient ou que vous allez présenter une demande de financement en 2026, parce que par exemple, nous avons déjà une subvention qui va finaliser cette année, donc vous allez préparer la nouvelle, et en 2027, nous allons commencer la période de mise en œuvre. Il faut prendre en compte les délais et le calendrier de demande. Il faut choisir une des 3 délais de demande de cette année 2026. Nous avons 3 délais, le 8 juin, le 27 juillet et le 5 octobre. Ainsi, si notre financement va se terminer en 2026, il faudra tenter d'utiliser, de nous accorder au délai 8 juin, 27 juillet. Voilà les 2 échéances. Mais si vous avez encore un peu plus de temps, vous pouvez choisir l'échéance du 5 octobre. Il y a aussi un autre changement en 2026. Notre demande de financement va être partagée sur le portail des partenaires.
On va les partager avec les MCP, avec les bénéficiaires principaux et le secrétariat. Donc, le Fonds mondial avait déjà organisé ceci. Et on va déjà utiliser ceci avec les bénéficiaires principaux et les récepteurs locaux. Nous avons élargi l'accès aux mécanismes de coordination de pays MCP. Tous les demandeurs et les bénéficiaires vont recevoir et présenter des documents grâce à ce portail des partenaires pendant le cycle subvention 8. Pour pouvoir avoir accès à ce portail des partenaires, il est fondamental que ces données des entités des subventions soient absolument à jour, que donc les MCP et les équipes pays doivent s'assurer que leurs données sur les entités impliquées dans les subventions sont exactes et à jour. Alors, on a les éditeurs, les déposants, et nous avons établi toutes ces informations dans ce portail des partenaires et nous avons émis des accès, des permissions pour éditeurs et déposants. Ceci n'est pas encore terminé, mais ça sera terminé la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Alors maintenant, c'est une étape importante pour vous car les points focaux administratifs doivent actualiser, doivent mettre à jour les données de un ou deux déposants, des submitters en anglais. L'alternative, c'est d'ajouter des membres de l'assistance technique du MCP afin qu'ils soient autorisés comme éditeurs pour avoir des permissions et des autorisations pour travailler sur les documents, les télécharger, les partager, les envoyer par email, etc. Et ensuite, revenir à les télécharger lorsqu'ils seront prêts à être déposés et présentés. Ainsi, les points focaux administratifs du MCP doivent ajouter ces données relatives aux entités en tant que contact pour les déposants et pour les éditeurs. Cette information doit être totalement mise à jour régulièrement pour pouvoir avoir accès au dossier de candidature sur le portail des partenaires et pour partager les documents dans ce portail des partenaires. Le MCP doit prendre des décisions à caractère opérationnel. Il faut le faire le plus tôt possible si nous souhaitons présenter notre demande dans les délais 1 ou si on veut le présenter lors du délai 2. C'est important que le MCP envoie au Fonds mondial l'information concernant la nomination du bénéficiaire principal. C'est important que le MCP informe le Fonds mondial sur les composants de la demande de financement. Par exemple, si nous avons des composants de VIH ou de tuberculose, il faut indiquer si c'est inclus dans la même demande de financement ou s'il y aura deux demandes de financement différentes et si ça va rentrer dans la même échéance ou délai ou dans deux délais différents et quelle est la voie de présentation ou de dépôt ou d'envoi de la demande. Il faut indiquer qui sont les bénéficiaires principaux nommés et l'échéance choisie, et s'il va y avoir une présentation ou une demande classique ou une demande prête à la subvention. Comme je vous le disais, il faut indiquer qui sont les récepteurs principaux désignés et il faut confirmer quel est le délai 1, le 2 ou le 3. Le 1 et le 2, c'est en 2026 et il y aura une troisième échéance en 2027. Si vous avez une demande de financement que vous n'avez pas à développer cette année. Une fois que ce processus est complété, le Fonds mondial pourra alors verser le dossier de candidature sur le portail des partenaires. Une fois que les bénéficiaires principaux ont été désignés, il faut mettre à jour leurs données le plus tôt possible afin que l'on puisse compléter toute cette demande de financement et ajouter ainsi les documents requis comme le budget et le cadre de performance au niveau de la subvention. Et maintenant, on finit par la partie opérationnelle. Nous allons entrer dans la partie stratégique en évoquant quelques éléments clés pour planifier le travail et au niveau des MCP et assouplir les démarches pour présenter les documentations et les demandes lors de l'échéance 1 ou 2. Ça, c'est important. Déterminer quels sont les accords de mise en œuvre, actions clés des MCP. Donc, c'est des accords de mise en œuvre très importants. Il faut travailler sur cette discussion. Nous avons
mis en avant que c'est important de faire la chose suivante. Les MCP sont encouragés à rationaliser les accords de mise en œuvre en tenant compte de l'optimisation des ressources et la pérennisation. Ça, c'est très important, la soutenabilité, prendre en compte euh, euh, prendre en compte l'optimisation des ressources et la soutenabilité. De toute façon, on recommande les MCP d'envoyer des approches de demande adaptées au portefeuille ciblé ou adaptées à la transition. Vous êtes fortement encouragé à désigner au plus tôt les bénéficiaires principaux afin d'améliorer la qualité et de réduire les efforts dans le cadre de la préparation de la demande de financement et de l'établissement de la subvention. D'autres orientations, d'autres actions clés pour les MCP. Planifier le dialogue au niveau du pays et y participer. Donc, le dialogue pays est très important. C'est une étape fondamentale. L'élaboration de la demande de financement doit inclure ce dialogue au niveau pays et c'est très lié aussi à l'exécution de la subvention. Le MCP doit prendre en compte les intrants, les objectifs dans la lettre, dans les objectifs qui figurent dans la lettre d'allocation, d'attribution. Et il faut essayer d'analyser qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné lors du cycle de subvention précédent. Le dialogue pays ne doit pas commencer de zéro. Ça doit s'encadrer dans ce contexte. Ça doit être orienté de façon très sélective afin de bien prioriser et pour pouvoir tirer parti de cette subvention. C'est un dialogue pays dont l'objectif principal est de s'assurer que l'on optimise et que l'on profite de tout ce qui a été fait avant pour ne pas commencer de zéro à nouveau. Il est important aussi de savoir que les objectifs d'éligibilité du MCP incluront toujours clairement les critères dans la demande de financement. Les priorités doivent être très, très claires. Il faut garantir qu'il y a un dialogue inclusif où participent toutes les parties intéressées, tous les acteurs, toutes les parties intéressées, afin d'avoir un bon résultat qui nous permette d'avoir un engagement et une participation active du pays de façon sérieuse avec cette appropriation. Donc, il faut tenter de garantir cette inclusivité de façon très efficace. Les résultats, les outputs du dialogue pays, c'est l'alignement sur les priorités et ensuite le résultat, c'est-à-dire la demande de financement priorisé. Un autre point clé pour le MCP, ici, c'est confirmer ou modifier la répartition par programme. Dans la lettre d'allocation d'attribution du Fonds mondial, le Fonds mondial communique aux demandeurs quelles sont les différences entre les différentes composantes. Et ici, la responsabilité du MCP est de décider s'ils sont d'accord avec cette répartition par programme ou de composantes. Et si ce n'est pas le cas, l'expliquer. Et si vous voulez inclure les différentes composantes éligibles ou pas. Par exemple, si les MCP ne veulent demander du financement pour un seul composant, il ne faut rien faire. Mais si vous avez obtenu une attribution pour 2 ou 3 composantes, le MCP doit confirmer s'il est d'accord avec cette distribution par programme et s'il y a des changements ou s'il n'y en a pas. Donc, il faut informer votre contrepartie du Fonds mondial. Si vous devez dire, j'accepte la répartition par programme telle que cela a été proposé. Mais si vous voulez demander un changement dans cette distribution par programme, dans le formulaire, il faut demander au Fonds mondial une approbation, il faut donc demander l'approbation des modifications. Et ceci est nécessaire avant de présenter le pack de demande de financement final. Nous allons entrer maintenant dans la partie 2, démarches de candidature adaptées à la transition et adaptées au portefeuille ciblé. Nous allons vous donner quelques détails pratiques. Pour ces deux dossiers de candidature pour la demande du financement, ici, donc la demande adaptée à la transition et la demande adaptée au portefeuille ciblé, nous avons essayé de simplifier la documentation. Actuellement, il faut 10 annexes de moins
que lors du cycle précédent. Il faut donc beaucoup moins de pages, il faut moins de chapitres. Donc, si vous avez dans l'un ou l'autre des packs de demande, vous pouvez le faire présentation classique ou présentation prête à la subvention. Indépendamment de votre choix, la voie de présentation classique ou l'autre, les deux sont possibles et c'est beaucoup moins lourd. Ici, quelques clarifications pour voir que tout est clair pour vous. Pour le demande prête à la subvention, le MCP doit informer le Fonds mondial quelle sera la voie de présentation sélectionnée. Ici, le MCP élabore la demande de financement. Le bénéficiaire principal commencera donc à compléter les formulaires nécessaires. Ce cadre de performance et le budget au niveau de la subvention. Ceci peut se faire en ligne, bien sûr, à travers le portail des partenaires. Et le récepteur principal, le bénéficiaire principal présente ces documents au MCP. Le MCP présente cette demande à travers le portail des partenaires. On s'assure que tout est conforme, que tout est cohérent. Et ensuite, à travers cette présentation sur le portail des partenaires, l'étape suivante, c'est que le panel de révision technique révise la demande. Si on choisit la présentation par la voie classique, alors le MCP informera le Fonds mondial de la voie de présentation sélectionnée. Le MCP établit la demande de financement et présente le pack de demande à travers le portail des partenaires. Et on passe directement au panel de révision du Fonds mondial et commence donc la préparation de la subvention à proprement parler. Une autre considération qui est importante que nous devions avoir en tête, c'est que concernant les portefeuilles ciblés, il existe 3 modèles de gestion. Selon la lettre d'attribution du cycle de financement 8, on va choisir donc les portefeuilles ciblés. Il y a 3 modèles de gestion de ces portefeuilles. Alors, il y a des distinctions triples qui est lié au contexte de chaque pays et qui est lié au statut de programme et de subvention dans ce pays. Et on peut choisir un modèle de gestion aligné où il y a très peu de domaines programmatiques. Donc, investissement centré sur un ou deux domaines programmatiques prioritaires. On demande moins d'informations, donc il y a des exigences limitées en matière de documentation de la subvention et une seule décision de financement par période de mise en œuvre, etc. Après, il y a le modèle axé ou ciblé et simplifié. Le ciblé utilise l'approche de paiement en fonction des résultats, centré sur les résultats plutôt que sur les intrants. Si vous avez des questions, on va vous passer de toute façon cette présentation où vous pourrez le lire et vous pourrez poser des questions à la fin. Je vais donner la parole à mon collègue David qui va nous parler des formulaires de candidature. Bonjour, je m'appelle David Nash-Mendes. Merci Lindsay. Je vais vous présenter maintenant les formulaires de demande de candidature. Nous avons 3 sections fondamentales. D'abord, demande de financement et justification, de financement national, cofinancement et transition, et troisièmement, mise en œuvre. Il faut savoir qu'il n'y a pas une rubrique pour le contexte pays. Pourquoi? Parce que le Fonds mondial, maintenant, n'a plus besoin de cette information. Nous avons décidé de demander seulement l'information nécessaire pour les révisions. Alors, même si vous êtes habitué à apporter cette information sur le contexte pays, vous devez savoir que lors de ce cycle de financement 8, il n'y a pas besoin de le faire. C'est important et cela va être pris en compte. Prenez note. Il faut juste apporter l'information demandée. C'est tout. Et avant de passer au formulaire, nous allons faire une lecture brève des instructions. Ces instructions se présentent de la même manière que pour le CS7. Donc, vous savez que tous ces formulaires sont disponibles sur le site web et il y a des instructions claires. Mais au moment d'accorder ces instructions, ça sera très, très similaire. Vous êtes déjà familiarisé. Toutes les questions du formulaire vont inclure des éléments communs qui sont
mentionnés dans le tableau d'instruction. C'est important d'aborder tous les éléments de la question pour répondre de manière complète. Donc, vous devez renseigner ces éléments dans le tableau des instructions. Tous les éléments de la question doivent être indiqués pour que la réponse à cette question soit complète. Attention à la colonne détail. La section 1 de la demande, c'est la demande de financement et la justification. Si nous avons la demande priorisée, cette section consiste à décrire quelles priorités ont été choisies et comment elles maximiseront l'impact. Pour la question 1.1, demande de financement priorisée et justification, il faut indiquer si la demande de financement s'aligne sur le domaine d'intérêt programmatique précisé dans la lettre d'attribution ou autrement convenu avec le Fonds mondial pour le C-Suite, en expliquant comment les modalités de mise en œuvre contribueront à maximiser l'impact. Normalement, ceci est indiqué dans la lettre d'attribution, mais cela peut apparaître dans d'autres documents. Une réponse complète à la première partie et à la première question est nécessaire si la lettre n'est pas alignée, si la demande n'est pas alignée par rapport à l'approche programmatique. Mais maintenant, on peut passer à la partie suivante de la question. La deuxième partie, c'est les modèles d'exécution. La modalité d'exécution se base sur les demandes basées sur les intrants comme des modèles de gestion alignés ou légers. On peut les utiliser comme un modèle et une combinaison des autres. Ici, nous voyons les modèles de gestion ciblés. Ici, les demandeurs doivent expliquer pourquoi on utilise une modalité de gestion ou l'autre. Ici, nous voyons les tableaux de priorisation. On demande aussi d'utiliser ceci dans ce modèle pour demander le financement du Fonds mondial. Voilà les tableaux qui sont souvent utilisés pour demander l'information et pour demander le financement du Forum mondial. Il faut décrire la programmation proposée en expliquant pourquoi l'intervention et ou les indicateurs liés au décaissement ont été sélectionnés, l'impact attendu, la planification de la pérennisation. On vous recommande de lire les instructions à chaque fois pour mieux répondre. Ici apparaissent différentes cases. Nous allons voir le tableau case par case. Ici, nous avons le nom du module et le numéro. Dans la première case, un tableau par chaque module demandé. Si nous avons demandé 5 modules, on aura 5 tableaux. Ça, c'est très important pour l'approche des intrants. Ici, une autre case en bleu, alignée sur le budget, donc le montant demandé. C'est important d'aligner ce montant sur le budget. Il faut confirmer toujours que ça s'est aligné et que ça correspond avec le budget. En jaune, notre case. Alors, la modalité d'exécution pour ce module en question, il faut indiquer si ce module est fondé sur les intrants, sur un paiement en fonction des résultats ou les deux. Cette information doit être aussi alignée avec la réponse que nous avons donnée à la question 1.1a. Case verte. Ici, il faut indiquer si il y a des investissements basés sur les intrants et les interventions et les activités. Pour chaque intervention, résumez l'ensemble des activités en une ou deux phrases. Pour chaque module, montrez comment les investissements maximisent l'impact. Si nous avons 3 interventions, nous allons avoir 3 points avec quelques phrases résumées pour chaque intervention. Il ne faut pas beaucoup s'étendre et trop écrire. Une fois que ceci a été fait, il faut montrer comment on va réussir à ce que ces investissements ou ces interventions vont maximiser l'impact. Il faut l'indiquer et il faut que ce soit aligné avec ce que je vous ai dit tout à l'heure à la question 1.1. Et ici, nous allons avoir dans la case orange, cette case n'est utilisée
que pour les approches de paiement par résultat. Pour chaque module, il faut énumérer les indicateurs liés au décaissement ou au déboursement pertinent, les IVD. Et pour chaque indicateur lié au décaissement, IVD, il faut décrire la justification, le montant du paiement, la définition de l'indicateur et la source des données. Nous savons que ces indicateurs peuvent être valables pour plus d'un module, mais si c'est le cas, s'il vous plaît, identifiez quel est l'indicateur qui est le plus pertinent pour chaque module, le DLI spécifique. Donc, il faut décrire la justification, le montant du paiement, la définition de l'indicateur et la source de données. Si un indicateur lié au décaissement a déjà été décrit, il n'y a pas besoin de le décrire à chaque fois. Ensuite, en cas où on utilisera un indicateur pour plus d'un module, indiquez sa description complète uniquement dans le module où il aura le plus d'impact. Pour les autres modules, ajoutez uniquement l'indicateur lié au décaissement dans la liste. Pour chaque module, décrivez comment sera assurée la qualité de la communication des données. En bleu, c'est la durabilité et la transition. Pour chaque module ici, prenez en compte la pérennisation et la transition des investissements. Il faut être aligné avec le tableau du paysage de financement et le plan de travail de transition. Alors ici, nous parlons des fonds de contrepartie. Dans le cas où il y a des fonds de contrepartie dans la lettre d'attribution, pour le CS8, il faut décrire comment ils seront utilisés, ces fonds, en soulignant comment les conditions programmatiques et d'accès à ces fonds de contrepartie ont été remplies. Si des fonds de contrepartie ont été désignés, les candidats en seront informés dans leur lettre d'attribution. Vous pourrez trouver une présentation spécifique sur ces fonds de contrepartie sur le site web du Fonds mondial. Et vous pourrez voir ceci qui est téléchargé sur le site web. Mes collègues vont partager ce lien sur le chat. Alors maintenant, nous allons passer à la section numéro 2 relative au financement national, cofinancement et transition. Cette section consiste à décrire comment les pays s'orientent vers un financement progressif de leurs programmes et se préparent à une transition efficace. Ici, il y a deux notes. Financement national et cofinancement. Ceci a été mis à jour récemment. Il y a une autre note sur les difficultés et planification de la transition. Question de point 1, financement national et cofinancement. Ici, on demande aux demandeurs de décrire l'état d'avancement des engagements de cofinancement spécifiques pour la période du CS7. Et B, décrire les tendances attendues en matière de financement national pour le CS8. Il faut ainsi être cohérent avec le panorama de financement, avec les tableaux du paysage de financement. Comme bonne pratique, nous recommandons de travailler cette section très tôt dans le processus, le plus tôt possible, afin d'introduire les modifications si nécessaire. Ici, avant de signer ce montant définitif, il faut présenter toute l'information. Il faut décrire les tendances prévues de financement. Dans le cas du CS8, engager quelles sont les portions de l'attribution spécifique, etc. Nous avons ici les difficultés et planification de la transition. On demande aux demandeurs de décrire les plans visant à assurer la transition complète des programmes soutenus par le Fonds mondial vers un financement national. Ici, si des éléments de réponse à une question sont couverts dans le plan de travail de transition, indiquez simplement les sections correspondantes sans avoir à répéter le texte intégral. Il ne faut pas qu'il y ait des chevauchements ou des doublons d'informations. Ici, il y a des informations dans les notes spécifiques sur le cofinancement. Ici, il faut inclure une information sur le plan de travail pour la transition. Il n'y a pas besoin de répéter. Et donc, évitons les doublons et les chevauchements d'informations. On peut donner une référence. On peut dire que cette information apparaît dans le plan de travail, par exemple, sur une page spécifique. Si le calendrier de transition figurait dans la lettre d'allocation, il est important d'établir un rétro-planning à partir de la transition et de présenter une feuille de route générale
de la prise en charge par un financement national. Ceci était inclus dans le plan de travail global, ce n'est pas la peine de recommencer. Ici, il y a une question qui pourrait être assez complexe, car garantir l'alignement sur le planning, ça s'inclut dans le point 1.1b. Donc, veuillez à l'harmonisation avec les informations relatives à la transition au niveau du module indiqué dans les tableaux de priorisation de la question 1.1b, ainsi qu'avec les plans de cofinancement de la question 2.1b. Veuillez à détailler les plans destinés à combler les lacunes qui ne peuvent pas être prises en charge par l'allocation du Fonds mondial. Il y a peut-être d'autres éléments qui aient pu être financés auparavant par le Fonds mondial. Il faut analyser aussi des plans pour remédier aux déficiences qui ne peuvent pas être couvertes avec l'attribution du Fonds mondial. Section 3, mise en œuvre. Ici, nous allons décrire comment seront mises en œuvre les subventions. Très simple. Alors, on parle d'accord de mise en œuvre 3.1. Il s'agit de décrire tout changement par rapport aux accords de mise en œuvre du CS7 à effectuer pour le CS8 afin de maximiser les gains d'efficacité et de maintenir l'efficacité de la mise en œuvre et optimiser les ressources. C'est important ici de montrer comment on a maximisé les ressources. Et lorsque les entités locales n'ont pas encore des bénéficiaires principaux, il est crucial de leur transférer cette capacité. C'est important d'inclure les organisations communautaires et dirigées par la communauté dans l'exécution, en tenant en compte quels sont les obstacles pour accéder au financement et de mener leurs activités. Donc, impliquer les organisations communautaires. Ceci inclut une information très intéressante dans la mise en œuvre. Il y aura une session là-dessus. Je vous invite à la regarder et voir quelles sont les orientations sur les optimisations et la durabilité. Il y a des références à tous ces documents sur le formulaire de demande. Ici, le dossier de candidature adapté au portefeuille ciblé et adapté à la transition, ce qu'on appelle les portefeuilles ciblés. Les deux approches, donc adapté à la transition et adapté au portefeuille ciblé. Si vous n'avez pas déjà participé à la session sur les portefeuilles ciblés, dans cette partie de questions et réponses, il y a eu beaucoup de questions relatives à tout ceci, qui semble très compliqué. La première colonne à gauche, nous voyons les documents qui vont être demandés. Formulaire de candidature, cadre de performance et budget. Ensuite, deuxième colonne, le plan national du secteur de la santé et plans stratégiques nationaux, colonne 2. Et aussi, une évaluation des obstacles entravant l'accès aux services de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Ensuite, tableau de paysage de financement, demande de financement hiérarchisé au-delà de la somme allouée et plan de travail de transition. Ensuite, approbation de l'ADF par le CCP, déclaration de conformité du MCP et preuve de respect des engagements du financement lors du CS7. Vous pouvez trouver une information sur ces documents de façon détaillée sur ces annexes lors des sessions informatives préalables du Fonds mondial qui ont tout été téléchargé sur le site web et je vais demander à mes collègues de partager les liens sur le chat aussi. Et ceci dit, il existe aussi des différences dans ces annexes pour les portefeuilles ciblés. Par exemple, le cadre de performance utilise le même format que pour les portefeuilles de fort impact et centraux. Mais la quantité d'informations qui est demandée ici est bien inférieure pour les portefeuilles ciblés. C'est moins d'informations à apporter. Les portefeuilles ciblés ne doivent pas inclure des mesures d'impact et on demande beaucoup moins d'informations. Cette information dépend du modèle de gestion choisi. En tenant compte de toutes ces différences, on vous encourage à consulter les orientations que nous allons publier prochainement et tout ce qui est lié au cadre de performance. Le budget aussi est très différencié. On va demander des informations distinctes sur la base du modèle de gestion choisi et nous allons prendre en compte aussi si vous demandez un financement avec demande classique ou avec demande prête à la subvention.
Donc, après, on va demander que dans la demande de subvention, vous inscriviez les montants spécifiques. Il y a plusieurs options. Ici, le plus important, c'est souligner le fait qu'il y a beaucoup moins de conditions requises pour les portefeuilles ciblés. Ça, c'est la clé. C'est moins lourd. Ce n'est pas les mêmes requis ou exigences que dans le passé. On vous encourage donc à lire en détail toutes ces orientations pour ne pas faire trop de travail non nécessaire, surtout dans l'élaboration des budgets. Ensuite, une autre différence importante, c'est le tableau du paysage de financement. Ça, vous pourrez le trouver sur notre site web. Il y a deux versions, une pour les portefeuilles de fort impact et d'autres pour les portefeuilles ciblés. Alors, pour les centraux et fort impact, le tableau est plus complexe, mais pas pour les portefeuilles ciblés. J'insiste, lisez avec précaution toutes ces informations. Pour les portefeuilles ciblés, on va vous demander qu'une information très brève concernant les dépenses et les budgets du passé aussi pour les 3 maladies, etc. Il y a sections qui sont en annexe qui sont optionnelles. Il y a des différences. Donc, s'il vous plaît, relisez-le. Ici, le travail qu'on va vous demander est bien inférieur que par le passé. Alors, je vous rappelle que c'est important de le lire. Il faut savoir que le plan de travail pour la transition est demandé, et s'il est disponible. Pour les portefeuilles ciblés, il sera nécessaire. Cela fera partie des orientations concernant la durabilité. Je vais donner la parole à Lindsay. Il va continuer. Merci, David. C'est très complet et nous avons présenté déjà l'image complète et maintenant nous avons vu quels sont les deux types de demandes adaptées à la transition et adaptées au portefeuille ciblé. Maintenant, vous savez quels sont les documents qui vont être demandés et sur quoi il faut réfléchir. Nous savons déjà comment cela va être fait. Et maintenant, si vous vous demandez quand alors, c'est important de prendre en compte le calendrier. Si vous travaillez déjà sur l'élaboration de votre demande de financement pour cette année parce que vous voulez utiliser l'échéance 1 ou 2 ou délai 1 ou 2, j'imagine que vous avez déjà commencé votre travail. Il faut définir si ça sera une demande classique ou une demande prête à la subvention, car cela va déterminer la quantité de travail à fournir. Si vous avez choisi une demande classique que vous voulez présenter lors de l'échéance 1, période 1, vous aurez plus de temps pour l'élaboration de la subvention à partir de la présentation. Mais si vous allez aller vers le délai 2, ça serait bien de choisir la demande prête à la subvention pour commencer à travailler là-dessus parce que vous aurez moins de temps disponible par la suite, une fois que le délai numéro 2 sera arrivé. Donc, prenez en compte le calendrier et les fonctions du MCP, des bénéficiaires principaux, etc. Une fois que nous avons vu tout ceci, nous allons vous parler des priorités d'investissement du MCP avec les documents de subvention du CS8. Voilà la phase pilote pour les portefeuilles ciblés. Quelles sont les modalités d'envoi? Alors, lors du cycle de subvention 8, 10 portefeuilles ont été invités à commencer par une phase pilote pour cette démarche d'envoi afin d'améliorer cette démarche. Il y a un travail préalable pilote avant la présentation définitive de la demande de financement. Et on prend en compte l'état de transition de ces portefeuilles. Lors du CS8, on avait invité 10 portefeuilles à tester cette phase pilote de présentation. Ici, le demandeur doit prendre en compte l'information incluse dans la lettre d'attribution et à partir de la lettre, le MCP va développer un document de 2 pages relatif aux priorités d'investissement liées aux résultats du dialogue pays, liées à l'information de l'équipe pays et aussi les conversations avec le bénéficiaire principal. Il n'y a pas une demande de financement telle quelle. Cela n'est pas soumis à une révision du panel de révision technique. La demande ne reflète que les priorités d'investissement du MCP définies. Les pays sélectionnés dans cette phase pilote peuvent décider de ne pas participer dans celle-ci s'ils respectent des critères spécifiques.
S'ils préfèrent de passer par un panel de révision technique, alors oui, ils peuvent en parler avec l'équipe pays et ils peuvent sortir aussi de cette approche s'ils le souhaitent. Mais nous encourageons véritablement ces 10 portefeuilles de tester la phase pilote. C'est une expérimentation, un pilote qui est très intéressant avec nous pour voir jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Comme récapitulation, voici les étapes clés de modalités d'envoi de la demande dans les prochains mois. Nous avons le MCP qui va mener à bien le dialogue pays, qui va documenter les priorités, qui va les partager avec le bénéficiaire principal et avec l'équipe pays. Ensuite, le récepteur principal va élaborer les documents de la subvention. Le MCP révise tous ces documents. Tout ceci est envoyé avec les priorités d'investissement au Fonds mondial et cela passe à une révision par le document du panel de révision des subventions et le panel de révision technique. Ce PAC, ce dossier de demande que nous allons à configurer à la fin du processus va avoir la réponse du MCP et du récepteur principal. Alors, le MCP va être responsable des documents comme les investissements, le formulaire de priorité d'investissement, l'approbation par le MCP, la déclaration de conformité du MCP et l'évidence d'exécution des engagements de cofinancement du GC7. Ceci est très, très, très important et on va vous le demander également. Ensuite, nous allons avoir le cadre de performance, le budget qui vont être développés par le bénéficiaire principal. Ensuite, on va inclure la lettre d'engagement de cofinancement, le tableau du paysage de financement pour les portefeuilles ciblés et le plan de travail de transition si disponible. Voilà, ça serait le pack de demande des priorités d'investissement du MCP. Encore un calendrier. Voilà l'échéancier de préparation. Ces portefeuilles à subvention qui finalisent en 2026 et qui vont demander une demande de priorité en suivant ce modèle. Donc, pour les portefeuilles dont les subventions se terminent en 2026 et doivent envoyer une candidature au titre des priorités d'investissement du MCP, vous allez d'abord avoir un enregistrement lors de toutes les réunions de suivi. Il n'y a pas besoin d'avoir une échéance ou un délai parce que ce n'est pas une demande de financement. De plus, on présente cette demande dans le portail des associés, des partenaires. Je vais vous donner quelques informations sur les séances d'information qui vont venir. En vert, c'est des sessions qui ont déjà eu lieu. Elles sont disponibles sur notre site web. C'est enregistré. Et nous avons les présentations en anglais, français et espagnol. Ensuite, on a prévu une nouvelle session d'information sur l'envoi de la demande de financement à travers le portail des partenaires. Cela aura lieu en avril. Concernant les ressources en ligne que vous pouvez consulter sur notre site web, nous allons ajouter plus de ressources progressivement dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à consulter ce site web et lisez ces documents parce que là, vous allez pouvoir trouver toute l'information nécessaire pour vos demandes. Alors, les prochaines étapes immédiates pour les demandes présentées lors des périodes ou des échéances 1 et 2 en mars, encore ce mois-ci pour les MCP. Les points focaux administratifs des CCP peuvent configurer pour d'autres personnes les accès d'éditeurs ou de déposants pour le module de demande de financement dans les entités des subventions. En mars-avril, les MCP devront planifier des réunions pour discuter de la désignation des bénéficiaires principaux, de la répartition par programme et du choix de la modalité d'envoi. Planifier des réunions dans le cadre du dialogue pays afin de définir les priorités, participer à l'atelier sur le portail des partenaires le plus tôt possible et idéalement sous 30 jours pour la période de présentation 1, remplir le formulaire pour communiquer à l'équipe pays quelle est la composition de la demande de financement, la période de présentation des demandes, la modalité d'envoi choisie et l'état d'avancement de la désignation des bénéficiaires principaux. Pour les bénéficiaires principaux, après leur désignation, si nécessaire, ajouter de nouveaux éditeurs et déposants qui rempliront
le CP de la subvention en ligne. En avril et mai, compléter le cadre de performance et le budget détaillé au niveau de la subvention au MCP si on sélectionne le cadre de la DF prête pour la subvention. Passons aux questions-réponses maintenant. Je n'ai pas pu faire un suivi de ces questions-réponses, mais j'ai mes collègues ici de l'équipe qui vont montrer ces questions à l'écran. Certains ont déjà préparé certaines des réponses. Si vous ne les avez pas, je vais essayer d'y contribuer et d'apporter mes réponses avec mes collègues aussi. Si vous avez des réponses à une de ces questions, faites-le. Allez-y. Première question. Si nous avons choisi la voie de présentation de subvention prête à la subvention, et si on a renommé le bénéficiaire principal qui existait déjà pour continuer lors du prochain cycle GC8, ma question est la suivante. Est-ce que ça va se faire automatiquement par rapport aux sous-bénéficiaires? Alors, il n'y a pas une condition requise concernant les sous-bénéficiaires, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils continuent après le cycle précédent. Ces sous-bénéficiaires doivent être confirmés par la suite. Et le processus de présentation de demande prête à la subvention exige que l'on nomme le bénéficiaire principal le plus vite possible avant de développer la demande de financement. C'est important de confirmer que tous les exécutants ou sous-bénéficiaires soient nommés afin de les impliquer dans le processus de planification et pour qu'ils aient plus de chances d'être prêts pour l'exécution. C'est important que tous les sous-bénéficiaires puissent travailler avec les bénéficiaires principaux en amont. Question numéro 2. Pour les présentations prêtes à la subvention, nous, en tant que de Fonds mondial, nous devons améliorer nos accords d'exécution d'une façon plus vaste, pas seulement au niveau du récepteur principal, mais au niveau des sous-bénéficiaires. C'est une manière d'être plus efficace et d'améliorer l'intégration. Donc, il faut voir quels sont tous les accords de mise en œuvre de la manière la plus étendue. Alors, parce que le fait d'avoir pu exécuter une subvention de Fonds mondial lors du cycle précédent, cela n'est pas une garantie que ça va se reproduire à l'avenir lors du cycle 8, parce que nous devons chercher des accords de mise en œuvre plus généraux et plus simples. Question 2. Alors, pour la présentation prête à la subvention, c'est le même bénéficiaire principal qui doit le faire. Que se passe-t-il avec les sous-bénéficiaires? Y a-t-il des conditions pour sélectionner les sous-bénéficiaires? Alors, réponse. Oui, tous les bénéficiaires principaux qui demandent les subventions du GC8 doivent avoir fait la même chose au GC7, au cycle précédent. Donc, il y aura peut-être des cas de consolidation s'ils sont éligibles, mais ça doit être le même récepteur principal dans les deux cas de figure. Il faut qu'il soit éligible à nouveau pour la demande de financement prête à la subvention lors du cycle suivant. Il n'y a pas de conditions requises par rapport à la continuité des sous-bénéficiaires dans la demande prête à la subvention. Le processus et le calendrier pour sélectionner les sous-bénéficiaires n'est pas modifié. Question 3. Nous sommes une organisation de jeunes. Nous avons déjà commencé notre coordination avec le MCP. Nos questions sont les suivantes. Est-ce qu'on peut faire une demande directe en tant que bénéficiaire principal? Comment collaborer avec les bénéficiaires principaux pour pouvoir nous entrer et engager d'autres sous-bénéficiaires? Nous aimerions savoir si le récepteur ou le bénéficiaire principal a déjà d'autres sous-partenaires. Alors, ça, c'est en lien avec l'exécution. Merci beaucoup pour votre intérêt. Oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut travailler en collaboration avec les mécanismes de coordination de pays, les MCP. La plupart des portefeuilles, eh bien, c'est le CCM qui doit sélectionner les bénéficiaires principaux. On ne peut pas demander directement un financement en tant que récepteur principal. Il faut que tu sois nommé en tant que bénéficiaire principal et c'est le CCM de ton pays qui doit le faire. Et aussi à travers le MCP qui est CCM en anglais, à travers votre
MCP, vous allez pouvoir explorer les possibilités et voir si votre organisation peut ajouter une valeur en tant que sous-bénéficiaire dans le cadre d'un accord de mise en œuvre. Alors oui, c'est très, très important de continuer à être en contact avec votre MCP, à échanger sur ces informations et que l'on partage des informations avec vous sur les accords de mise en œuvre pour que vous évaluiez si vous êtes éligible et si vous allez apporter une valeur à ces accords d'exécution. Quels sont les formulaires qu'on peut utiliser pour les demandes multicomposantes qui incluent une composante déjà en transition vers GC8 et deux autres composants qui sont en transition vers le GC9? Alors, si nous parlons de portefeuille ciblé, alors tu peux avoir une composante qui peut avoir déjà une attribution finale dans le GC8. Et là, il faut utiliser la demande de financement adaptée à la transition. Voilà l'approche de la demande pour les portefeuilles ciblés, qui est au moins une composante qui reçoit son attribution finale lors du GC8. On vous conseille d'utiliser la voie de présentation multicomposante dans ce cas de figure, c'est-à-dire une seule demande pour toutes les composantes. Mais si cela n'est pas le cas, alors on vous encourage à présenter les multiples demandes de financement dans le même délai. Deuxième question. Quand sont définies les listes des pays pour le cycle GC8, si c'est le dernier cycle d'attribution, nous allons publier cette information très prochainement. Nous travaillons avec notre comité stratégique, avec le Conseil du Fonds mondial. Nous allons définir la semaine prochaine quels seront les pays qui vont recevoir les financements lors du GC8 et le GC9. Attendez 2 semaines à peu près pour savoir quelle sera la liste des pays où l'on a déjà défini une période de transition. Question 3. Je crois qu'il va y aura-t-il un récepteur principal pour chacun des portefeuilles? Alors, ce que cette question veut dire, c'est s'il y a une exigence pour que le portefeuille n'ait qu'un seul bénéficiaire principal. Il faut comprendre ici qu'avec avec ces accords de mise en œuvre et d'exécution du Fonds mondial pour le CS8, dans beaucoup de pays, nous encourageons les MCP à choisir seulement un récepteur principal pour gérer une subvention ou plusieurs subventions. L'idée ici, c'est qu'en généralisant ces accords d'exécution, nous allons améliorer l'impact, l'efficacité, la rentabilité et la durabilité. Ce n'est pas obligatoire que tous les portefeuilles soient modifiés pour avoir un seul bénéficiaire principal, mais c'est une direction que nous voulons suivre. Voilà le cap pour le cycle 8. Question 4. Le bénéficiaire principal sera le seul qui pourra faciliter la mise en œuvre de la subvention. Alors, donc les bénéficiaires principaux sont les responsables des subventions, d'exécuter les subventions avec les sous-récepteurs et avec les autres acteurs exécutants, tel que cela est défini dans la subvention, toujours sous la supervision du MCP. L'exécution de la subvention, c'est la responsabilité du récepteur principal dans la mesure où ceci est indiqué ainsi dans l'accord d'exécution. Et le récepteur principal et le Fonds mondial seront toujours présents. C'est un contrat, c'est un accord. Donc, le bénéficiaire principal, sous la supervision de son MCP, va identifier quelle sera la meilleure manière de faire une mise en œuvre de cascade de ces accords et dans quelle mesure les bénéficiaires et sous-bénéficiaires peuvent intervenir dans la mesure du nécessaire. Mais c'est la responsabilité effectivement du bénéficiaire principal de garantir et assurer l'exécution. Alors, que se passe-t-il avec les pays qui ne sont pas éligibles dans le cadre de MCP? Qui est responsable de tout le processus? C'est le gouvernement ou le ministère de la Santé? Je ne sais pas ce que vous voulez dire dans cette question.
je ne comprends pas très bien, mais si un pays n'est pas éligible pour le financement du Fonds mondial, alors il n'y aura pas de financement. Si la question est autre, si vous voulez parler des conditions d'éligibilité du MCP, il y a 6 conditions. Ces 6 conditions sont évaluées lorsque la demande de financement est déposée. Le Fonds mondial ne va pas réviser la demande de financement jusqu'à ce que le MCP n'ait pas été conforme avec toutes ces 6 conditions. Question 2. Quels sont les pays qui ont été élus ou choisis pour les priorités d'investissement MCP, c'est-à-dire pour le pilote? Quels ont été les critères pour les choisir? Alors, nous allons publier cette liste de pays pour le pilote et aussi pour l'identification des priorités. Nous allons le publier prochainement pour ce projet pilote du CS8. Au total, il y a 10 portefeuilles ciblés et c'est un processus qui a été lancé en 2025. On a déjà commencé à travailler avec cette approche générale des portefeuilles ciblés. C'était plus différencié, plus équilibré en termes de l'approche du risque du Fonds mondial. C'est très équilibré. C'est lié aussi au travail du panel de révision technique. Donc, la majorité de ces portefeuilles ciblés ont déjà développé une approche de transition dans le cadre du cycle de 8. Et le TRP, le panel de révision, les a déjà revus. Un grand nombre qui n'exige pas une demande de financement de transition dans le cycle 8. 4 ont été identifiés. Et de ceci donc est personnalisé ou customisé selon les besoins de la transition. Donc, on va faire ce pilote pour le CS8. Et ce que l'on souhaite faire aussi, c'est apprendre et nous adapter à partir de ce pilote et optimiser notre système. Question numéro 3. Est-il possible dans le cadre des 3 maladies, est-il possible d'ajouter AMR dans la demande de subvention? Alors, je ne sais pas si cela est connu de vous. Qu'est-ce que c'est AMR? Je ne sais pas si quelqu'un peut me le dire. Alors, je peux vous répondre. Mais si personne ne me dit ce que c'est AMR, je ne sais pas ce que c'est. Oui, Bruno. Ah, multirésistance aux antibiotiques, AMR. C'est ça? Alors, est-ce qu'on peut l'inclure, l'AMR, dans les critères d'éligibilité? Ah, c'est une demi-réponse, mais c'est beaucoup mieux que ma nulle réponse. Alors, une fois que seront publiés les documents, on pourra savoir s'il est éligible ou non. Si ce composant est éligible. Question 4. Est-il possible de demander dans un des délais déterminés au début de 2027 pour la période de mise en œuvre 2028-2030? Est-ce qu'on peut déposer candidature à ce moment-là? Oui. Est-il possible de nommer une ONG comme bénéficiaire principal et de façon anticipée reconnaître d'autres ONG comme sous-bénéficiaires? Ou est-il nécessaire d'avoir un appel d'offres ouvert pour les sous-bénéficiaires sous la direction du bénéficiaire principal? Oui, une ONG peut être sélectionnée en tant que bénéficiaire principal. C'est le MCP qui le fait sous sa responsabilité. Bien. Concernant la sélection des sous-bénéficiaires, pour savoir si ce processus peut se faire de façon anticipée, je ne suis pas une experte. Je ne peux pas vous donner une réponse précise. Peut-être que Bruno, si tu as des indications, tu pourrais revenir là-dessus, dans ce sens, pour savoir comment faire la sélection des sous-bénéficiaires. Oui, c'est la responsabilité du bénéficiaire principal. C'est lui qui va sélectionner les sous-bénéficiaires. Normalement, il y a des guides, un guide pour les bénéficiaires principaux. Ça peut être basé
sur la performance préalable, lors de cycles de subvention préalables. Et il y a aussi une spécificité lorsque le sous-bénéficiaire a une activité très spécifique, c'est la seule entité qui le fait, ça peut être un critère d'éligibilité également. Mais de manière très résumée, je peux dire que c'est le bénéficiaire principal qui sélectionne le sous-bénéficiaire. Merci. Question 5. Si le MCP n'a pas besoin du changement il n'a pas besoin de modifier quelque chose dans la distribution des programmes, dans le Program Split Change, alors il faudra juste informer que nous sommes d'accord ou que nous acceptons. C'est correct? Oui, oui, oui. Si vous êtes d'accord avec cette distribution programmatique, le Program Split Change, et donc s'il n'y a pas de changement nécessaire, vous dites, OK, on accepte, vous ne devez rien envoyer. 6 pour la distribution des programmes dans l'absence d'un MCP qui a l'autorité de prendre la décision. Dans le contexte d'un pays où il n'y a pas de MCP et où le ministère de la Santé est considéré comme l'autorité de facto, c'est possible avec le ministère? Bon, en réalité, il y a certains pays où nous avons un statut. Il n'y a pas un mécanisme de coordination pays-MCP, mais il y aura toujours un organisme opérationnel. Dans ce contexte particulier, je ne sais pas quel est le pays qui pose cette question, mais vous avez toujours la possibilité de contacter le gestionnaire de portefeuille, le responsable des portefeuilles pour votre pays et communiquer cette situation parce que vous n'avez pas de MCP. Donc, vous avez un gestionnaire de portefeuille. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Sachez quel est le nom du gestionnaire de portefeuille qui correspond à ton pays et contacte-le par email. Alors, numéro 7, y a-t-il une limite en ce qui concerne les modifications de la distribution programmatique? Quelle est la moyenne de changement? Alors ça, c'est une question intéressante. Tout dépend du cycle. Nous avons vu quelles sont toutes les possibilités, certains changements substantiels et parfois des changements très, très légers. Mais la moyenne de modification de cette distribution décline de moins en moins importante. Donc, il y en a de moins en moins. Je pense qu'il y avait 75% des pays qui n'ont pas fait de modification dans cette distribution programmatique pour l'instant. Et la moyenne des changements était inférieure à 10%. Donc, un chiffre assez réduit par rapport à d'autres périodes de financement. Il n'y a pas une limite dans le cadre de cette modification de distribution de programme, mais le Fonds mondial a analysé cette distribution de façon très spécifique. C'est sur la base des fonds totaux disponibles. Donc, si ces modifications doivent être bien justifiées, et probablement cela implique une réduction de la capacité du programme pour continuer à assurer des services essentiels parce qu'il y a eu ce changement de la distribution programmatique. C'est pour ça qu'il est important de justifier tout cela. Il existe aussi un pourcentage de financement au-dessus duquel il peut y avoir une révision obligatoire. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que le Fonds mondial n'est pas d'accord avec le changement. Il faut s'assurer qu'il y a une approbation de la gestion s'il y a un changement plus important. En tenant en compte l'effort important de la part du MCP pour prioriser les activités, il existe un besoin de confirmer que ces dialogues sont mis en pratique dans la réalité et que les parties prenantes font partie des débats vraiment. Comment voyez-vous cette possibilité de soutenir le LFA à l'agent local du fonds dans ce rôle-là? Alors, ici, il y a un processus distinct. Parce qu'il y a une condition d'éligibilité numéro 1, et le Fonds mondial vérifie ça. Et s'il y a des problèmes, ce n'est pas son rôle.
Nous n'avons pas appelé le LFA pour ce type de rôle dans le passé. Le LFA n'a pas été appelé pour ça. Question numéro 2. Il peut y avoir deux bénéficiaires principaux dans un pays. Il peut y avoir un bénéficiaire principal dans un pays qui est une organisation de la société civile. La réponse, c'est oui. Un pays peut avoir plus d'un récepteur principal, surtout pour les portefeuilles les plus importants avec des attributions plus importantes. Il peut y avoir plus d'un bénéficiaire principal. Pour euh, d'autres attributions, on recommande qu'il y ait un seul bénéficiaire principal. Ça peut être bien sûr une CSO, une organisation de la société civile, qui soit le seul bénéficiaire principal pour un portefeuille. C'est important que cette discussion entre le MCP et le Fonds mondial sur la sélection du bénéficiaire principal cherche une durabilité, une pérennité. Il faut s'assurer que cette organisation de la société civile soit capable d'avoir un rôle, de soutenir le programme, de faire une post-transition. Question 3. Avons-nous besoin de 3 bénéficiaires principaux dans le GS8 pour des questions de transparence et reddition de comptes, étant donné que la majorité des agences gouvernementales font pression sur les MCP pour mettre en œuvre les 3 composantes? Le MCP doit consulter avec le Fonds mondial pour voir quels sont les récepteurs principaux et toujours pour la transparence et la reddition de comptes, c'est important que tout cela soit en place. Mais je ne sais pas vraiment quel est le lien de tout ceci avec les 3 composantes et l'exécution de ces 3 composantes. De toute manière, on vous encourage à bien lire la lettre d'attribution. Quelles sont les recommandations qui se font par rapport aux récepteurs principaux? Question 4. Quels sont les délais de présentation pour 2027? En 2027, nous allons avoir 2 ou 3 échéances ou périodes de présentation, de la même manière que cela s'est passé dans le passé, lors de notre deuxième année de cycle de financement. Mais pour l'instant, on n'a pas défini ces dates. Dans la moitié de cette année, la deuxième moitié de cette année, on définira les délais. Nous avons maintenant les périodes de 2026, les échéances 2026, mais nous n'avons pas encore les échéances pour l'année prochaine. Si le MCP choisit le délai 1 et n'arrive pas à présenter sa demande, cela veut dire qu'il peut passer au délai numéro 2. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si le MCP a l'intention de demander un financement lors du délai 1, mais il n'y parvient pas, il y a l'autre option, le choix de se présenter lors du délai numéro 2. Ceci est assez facile, simplement en accord avec l'équipe EPI et le gestionnaire du portefeuille. On peut l'enregistrer de façon très simple pour la période numéro 2. Ça se complique si le MCP décide d'utiliser le délai 2 et il n'a pas le temps non plus. Ça, c'est plus compliqué parce qu'il y a un changement d'année et il est probable que le MCP soit obligé de faire un travail additionnel pour s'assurer qu'il n'y ait pas une interruption des services. Voilà la raison pour laquelle nous nous encourageons à faire très attention aux échéances et au calendrier, surtout si vous voulez faire quelque chose d'ici la fin de l'année, si vous avez une subvention qui se termine à la fin de cette année. 6. Y a-t-il un document spécifique pour informer le Fonds mondial sur la personne désignée par le CCP en tant que bénéficiaire principal? Alors, y a-t-il un formulaire spécifique? Oui, nous l'avons partagé au préalable et qui est disponible sur notre site web. C'est le formulaire pour informer au récepteur principal de sa désignation officielle par le MCP. Je vais demander à mes collègues de partager le lien vers ce formulaire sur le chat. Deuxième question, concernant le MCP, ceux qui ont déjà identifié le récepteur principal, y a-t-il un document qu'on peut utiliser
pour informer le récepteur principal qui doit développer le cadre de performance et le budget? Oui. Pour les MCP qui ont décidé d'utiliser la demande prête à la subvention, il faut qu'ils informent le Fonds mondial qu'ils ont décidé de le faire et qu'ils ont déjà un récepteur principal, et il faut demander aux des bénéficiaires principaux de commencer ce travail de conception du cadre de performance et du budget. Alors, on commence à travailler sur la subvention. Ce sont des modèles, des templates qui sont dans le portail partenaire. Vous devez entrer dans le module de demande prête à la subvention et télécharger les formulaires concernés. Question 7. Comment est-ce que le Fonds mondial envisage le renforcement du processus de priorisation pour les pays LFA, surtout lorsqu'il y a des écarts de ressources importants et lorsqu'il faut de la négociation? Ici, le MCP doit utiliser le dialogue pays, bien sûr, pour analyser les résultats des cycles précédents. Et les LFA n'ont pas un rôle clé ici. Le Fonds mondial n'a pas une proposition par rapport au LFA dans le cadre du processus de priorisation. Je ne sais pas si il serait intéressant que d'autres collègues du Fonds ajoutent quelque chose, mais ceci, on ne demande pas ceci de la part du LFA. Non. Je ne suis pas experte pour la question suivante, mais je vais essayer. Quelles sont les orientations que devrait suivre le fonds, l'agent local du fonds LFA pour vérifier l'alignement entre la demande de financement, le MCP et les priorités nationales, particulièrement lorsque cela diffère? Voilà la question. Quelqu'un a quelque chose à ajouter dans ce sens, notamment pour les portefeuilles ciblés? Alors, cet alignement entre demande de financement, plan stratégique national et priorités nationales. Pour les LFA, il n'y a pas de directive spécifique dans ce sens. Je crois que l'équipe pays doit analyser ceci et le débattre en fonction de chaque contexte. Et ici, le rôle et la portée de l'agent local du fonds LFA sera adapté dans chaque modèle. S'il y a beaucoup de changements par rapport à ce modèle d'alignement, l'équipe pays peut se concentrer sur l'identification des risques et demander au LFA de vérifier des questions spécifiques. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il y a d'autres questions. Nous avons 10 minutes, c'est tout. On va essayer de répondre à ceci. J'ai déjà parlé de la demande multicomposante. Ça, c'est pour toi, Bruno. Quels sont les critères pour les demandes multicomposantes qui incluent un composant spécifique et flexible? Pour ces différentes modalités, ou des modèles de gestion, le pays qui a une attribution inférieure à 10 millions, on est passé au modèle aligné, qui est le plus simple. Et donc, je sais qu'il y a eu un changement ici, mais pour que tout le monde ait ceci en tête, c'est le modèle qui a le moins de conditions requises. C'est le système, le modèle le plus simple. Nous allons demander moins d'informations. Ce modèle léger ou simplifié, ça a été réservé pour des pays qui ont un index de risque externe, un index de risque élevé, ou des pays qui ont des sanctions. Je vais répéter ce que nous avons indiqué dans cette réponse. Chaque portefeuille est attribué à un modèle. On recommande fortement de ne pas mélanger les modèles parce que cela peut compliquer la vie de tout le monde. Ça peut compliquer les choses. Nous avons un modèle aligné, ciblé et simplifié. C'est bien que tout le monde se limite à appliquer le modèle qui est indiqué dans la lettre d'attribution. La suivante.
Ça, c'est en lien avec les modèles de gestion aussi. Bruno a expliqué ceci lors de sa dernière réponse. On va partager des orientations additionnelles, surtout à travers l'équipe pays. Nous n'avons pas besoin que tout le monde comprenne le détail de tous les modèles. Ce qui est important, c'est que chacun comprenne le sens et l'importance du modèle qui est pertinent pour votre portefeuille. Et ceci apparaît dans la lettre d'attribution. Les prochaines sessions vont expliquer tout cela aussi. Quelle est la date limite pour les actualisations des données des entités, les GED, pour la subvention? Alors, ça doit être mis à jour le plus vite possible. Tout dépendra des besoins en termes de temps pour le financement. Si vous voulez vous présenter en 2026, il faut le faire tout de suite, le plus vite possible. Et les MCP peuvent utiliser le portail partenaire de Fonds mondial pour accéder et présenter le pack de demandes de financement dans les 2 prochaines semaines. Tous les points focaux ont déjà eu l'accès pour pouvoir déposer les documents. Mais le MCP est responsable de confirmer que le point de confirmer la précision de l'information présentée par le point focal et ensuite de mettre à jour tous les contacts, tous les profils, que ce soit des membres ou non membres du MCP et qui ont besoin d'un accès à ce portail partenaire. On va partager plus d'informations sur cela le 8 avril lors de la prochaine réunion d'information. Question 2. Notre subvention se termine en décembre 2027. Est-ce que vous nous recommandez d'entrer dans le délai d'avril 2027? Non, pour l'instant, on n'a pas confirmé cette échéance, ce délai de présentation. Mais si votre subvention se termine en décembre 2027, il vaut mieux commencer au premier trimestre 2027. Il y a un document, oui. Question 3. Cette réponse a déjà été donnée pour la question 3. Alors, si vous avez sélectionné la voie de présentation subvention liste prête à la subvention, il faut se mettre d'accord avec le bénéficiaire principal pour recevoir la documentation complète. Question 4. J'aimerais savoir, une fois qu'on a présenté le rapport, est-ce qu'on peut encore poser des questions car nous n'avons pas une connexion Internet stable? Je ne sais pas ce que vous voulez dire dans cette question par rapport à ce que vous dites de présenter le rapport. Si vous voulez poser des questions, si vous avez des doutes, une fois que vous avez présenté la demande de financement, vous pouvez toujours contacter le responsable et le gestionnaire du portefeuille de votre pays. Et ma réponse est oui, cette information va vous être fournie. Si vous avez des questions sur une session d'information, ça sera en différé parce que tout est enregistré. Même si aujourd'hui votre connexion n'est pas stable, vous pourrez le regarder plus tard. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur les rôles et responsabilités des MCP et des récepteurs principaux? Non. En ce qui concerne le processus de développement de la demande de financement, pour assurer la clarté, éviter les doublons ou les chevauchements. Oui, c'est important de ne pas doubler, de bien définir qui fait quoi. Pour cela, vous avez une note d'information sur la politique opérationnelle et sur les procédures opérationnelles pour la conception de la demande de financement. Tout ça, vous allez le voir bientôt téléchargé sur notre site web. Là, on détaille tous les rôles, fonctions, responsabilités, normes, etc. La réponse est oui. Pour les récepteurs principaux qui seront nommés pour la première fois, on va demander une évaluation de la capacité CAT. Oui, oui. Cette évaluation de la capacité est exigée pour les nouveaux bénéficiaires principaux ou pour des nouvelles activités réalisées par les bénéficiaires principaux. Le 30 juin 2026.
Est-ce qu'on pourrait faire la sélection de nouveaux récepteurs principaux de la société civile à temps pour le deuxième délai de représentation? Alors, la sélection des bénéficiaires principaux doit être faite le plus tôt possible, surtout si on veut utiliser la voie de présentation prête à la subvention. Si vous avez prévu d'utiliser la voie de présentation classique, alors vous avez un peu plus de temps. Et donc, cette nomination se ferait lors de la présentation de la demande de financement. Vous pouvez le faire le 27 juillet dans le cas du délai numéro 2. Mais si vous voulez entrer dans la voie de présentation de financement prête à la subvention, alors vous devez le faire. Cette nomination du bénéficiaire principal doit être faite à la fin du mois de juin, le plus vite possible. Alors, question. Le Fonds mondial révisera les demandes de financement qui ne sont pas des demandes de financement intégrées. Alors, le Fonds mondial encourage les demandeurs de développer des demandes de financement multicomposantes intégrées et les présenter dans un seul pack. Cependant, le Fonds mondial conditionne cela au fait que toutes les demandes de financement d'un pays, lorsqu'il y en a plusieurs, soient présentées en même temps. Vous encourage à utiliser un modèle multicomposant pour votre demande multicomposante intégrée. Mais si cela n'est pas possible, il y a plus d'une demande, alors il faut les présenter dans le même délai, ensemble, afin que le panel de révision technique puisse réviser ces demandes complètes et en même temps, pour avoir une vision holistique du pays. Je crois que c'est notre dernière question. Nous n'avons plus de temps. La sélection des récepteurs principaux doit passer par un appel à proposition ou un appel à candidature dans le pays. Si le pays considère qu'il est bon de continuer avec les récepteurs principaux actuels, en tenant en compte les limitations de temps. De plus, y a-t-il un nombre maximum de sous-bénéficiaires à ne pas dépasser? Alors, le Fonds mondial n'exige pas que le MCP publie un appel ou ouvre un appel à proposition, à projet, s'il s'agit d'une renomination d'un bénéficiaire existant. Mais vous allez recevoir davantage d'informations prochainement. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup d'autres questions, mais il y a deux questions que nous devrions répondre aujourd'hui. Nous pouvons confirmer que le tableau programmatique des cartes programmatiques n'est pas une exigence pour les demandeurs en transition ou ciblés. Ensuite, on peut vous donner davantage d'informations à ce sujet. Alors, la question sur le tableau des écarts programmatiques. Ce tableau des écarts programmatiques sera disponible très bientôt sur le site web du Fonds mondial comme un outil optionnel. Ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. C'est une exigence pour les portefeuilles de fort impact et centraux, mais ce n'est pas obligatoire pour les portefeuilles ciblés. Donc, ce n'est pas obligatoire pour les portefeuilles adaptés à la transition, ni pour les portefeuilles ciblés, ni pour les priorités du MCP. Donc, ça sera disponible, mais ce n'est pas obligatoire pour les portefeuilles ciblés. Ça sera disponible si ça peut vous aider à faire une priorisation. Et la deuxième question, c'était sur la question de la demande de financement et le tracker de statut. Alors, la stratégie a déjà été utilisée pour voir quels étaient les délais, les périodes et quelle était l'approche de demande qui a été choisie pour chaque composante. Mais une fois que tout est complété, que tout est fait, nous allons présenter le calendrier de transition suivant. On va donc publier les calendriers de transition dans un document séparé. Nous allons
et publier cette version du tracker, de la monitorisation de la situation pour voir quel est l'historique pour un suivi des transitions. Donc, un tableau de suivi de transition. Une fois que ceci sera publié, nous allons voir quels sont les délais et on va publier des mises à jour du tracker, donc de statut de la demande de financement. Alors, je dirais que dans 2 semaines, on aura la première version. Il nous faut encore 2 ou 3 semaines pour la première version. Et après, une fois qu'on aura confirmé avec les MCP, on va introduire des mises à jour progressives. Merci, David. Je crois que nous pouvons terminer. Voilà. Merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe du Fonds mondial, de toutes les personnes qui travaillent avec nous pour le cycle de financement 8. Merci beaucoup de votre participation. On vous souhaite beaucoup de chance dans votre travail. J'espère que cette priorisation pour les demandes de financement vont bien se passer. Et très bientôt, on continuera en contact. Merci beaucoup de votre présence. Merci.